Le stress, ce mot, on l'entend absolument partout, n'est-ce pas? Surtout à l'approche du bac. Mais au-delà de cette sensation, disons, pas très agréable, qu'est-ce que c'est vraiment d'un point de vue biologique? Eh bien, c'est avant tout un mécanisme fondamental. C'est la réponse de notre corps pour s'adapter à une situation. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette mécanique qui, vous allez le voir, est vraiment fascinante. On connaît tous ça, cette fameuse boule au ventre avant un oral, ce cœur qui se met à battre la chamade. Ce sont des manifestations très concrètes du stress. La vraie question, c'est comment notre organisme orchestre-t-il cette mobilisation générale? Et puis, est-ce que c'est toujours une bonne chose? C'est précisément ce qu'on va explorer ensemble. Allez, pour y voir clair, voici notre plan d'attaque. D'abord, on va définir le stress comme une réponse adaptative. Ensuite, on plongera au cœur du système avec sa double réponse hormonale. Puis on verra ce qui se passe quand la machine s'emballe et que le stress devient chronique. Après, on parlera des stratégies pour le gérer. Et, point crucial, on terminera par voir comment appliquer tout ça concrètement pour le bac. C'est parti! Bon, commençons par la base. Qu'est-ce que le stress du point de vue d'un biologiste? Il faut avant tout le voir comme une réaction qui a été sélectionnée au cours de l'évolution pour notre survie. Le mot-clé à retenir ici, c'est vraiment adaptative. Le stress aigu, ce n'est pas une maladie. Non, c'est une réponse tout à fait normale, programmée, de notre organisme face à ce qu'on appelle un agent stresseur. Et cet agent stresseur, ça peut être un danger physique, bien sûr, mais aussi un défi psychologique, comme une épreuve du bac par exemple. Le but est simple, mobiliser toutes nos ressources pour faire face. Ces signes, on les a tous déjà ressentis. Le cœur qui s'emballe pour mieux irriguer les muscles en oxygène et en nutriments. Les pupilles qui se dilatent pour capter plus de lumière et mieux voir le danger. La respiration qui s'accélère. En fait, tout le corps se met en état d'alerte, prêt à l'action, que ce soit pour fuir, combattre ou, dans le cas qui nous intéresse, pour se concentrer à fond. Maintenant, entrons dans la salle des machines. Ce qui est vraiment passionnant, c'est de comprendre comment le cerveau commande toute cette mobilisation. Il ne le fait pas d'un seul coup. Non, il orchestre ça en 2 vagues hormonales bien distinctes, avec un timing parfait. C'est une véritable symphonie hormonale. Regardez bien cette chronologie, elle est fondamentale. La première réponse, c'est une fusée. En quelques secondes, le système nerveux sympathique envoie une décharge d'adrénaline. C'est elle qui provoque les effets immédiats qu'on vient de voir. Et puis, quelques minutes plus tard, une deuxième hormone entre en scène, le cortisol. Son action est plus lente, mais plus durable. Enfin, et c'est crucial, le système est conçu pour s'arrêter et revenir à l'équilibre. Alors, cette deuxième vague, celle du cortisol, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle est contrôlée par un axe de communication très hiérarchisé, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. On l'appelle aussi l'axe HPA. C'est une vraie chaîne de commandement. Tout part de l'hypothalamus dans le cerveau qui libère une première hormone, la CRH. Celle-ci va stimuler l'hypophyse, juste en dessous, qui va à son tour libérer l'ACTH dans le sang. Et enfin, cet ACTH voyage jusqu'aux glandes surrénales qui sont posées sur les reins et leur donne l'ordre de produire le cortisol. La séquence à mémoriser pour le bac, c'est CRH, puis ACTH, puis cortisol. Ce tableau résume parfaitement leurs rôles respectifs. Imaginez l'adrénaline comme un sprinter. Action explosive et immédiate, elle mobilise l'énergie qui est déjà stockée, le glycogène. Le cortisol, lui, c'est le coureur de fond. Il prend le relais pour soutenir l'effort sur la durée. Il va notamment ordonner au foie de fabriquer du nouveau glucose. C'est la néoglucogénèse. Et point très important, il va mettre le système immunitaire en sourdine pour économiser un maximum d'énergie. Très bien, le système est lancé. Mais comment est-ce qu'il s'arrête? C'est là qu'intervient un mécanisme absolument fondamental en biologie, le rétrocontrôle négatif. Une fois que la concentration de cortisol dans le sang atteint un certain seuil, le cortisol lui-même va agir comme un signal pour le cerveau. Il va se fixer sur l'hypothalamus et lui dire « C'est bon, on a assez de cortisol, arrête de produire de la CRH ». C'est un frein biologique. C'est ce mécanisme qui permet la résilience, c'est-à-dire la capacité du corps à revenir au calme après la tempête. Jusqu'ici, tout va bien. Le stress aigu est notre allié. Mais que se passe-t-il lorsque l'agent stresseur ne disparaît pas? Quand le système n'a plus l'occasion d'appuyer sur le frein? Eh bien, on bascule du côté obscur, le stress chronique. Et là, les conséquences sont beaucoup moins sympathiques. Cette comparaison est très parlante. Le stress aigu, c'est une vague. Ça monte fort, mais ça redescend. Le stress chronique, c'est une inondation. Le niveau de cortisol reste constamment élevé, le corps n'a plus de répit. Le fameux frein du rétrocontrôle négatif devient de moins en moins sensible, de moins en moins efficace. Et là, le système qui était conçu pour nous sauver se retourne contre nous et devient un facteur de maladie. Les conséquences de ce cortisol élevé en permanence sont multiples et touchent tout l'organisme. Il endommage le cerveau, notamment l'hippocampe, une structure clé pour la mémoire et l'apprentissage.
Il perturbe tout le métabolisme, favorisant l'obésité et le diabète. Il abîme le système cardiovasculaire. Et bien sûr, comme le système immunitaire est constamment inhibé, on devient beaucoup plus vulnérable aux infections. On dit souvent que le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il se modifie en fonction de nos expériences. C'est une bonne chose normalement, mais sous l'effet du stress chronique, cette plasticité devient maladaptative, c'est-à-dire qu'elle va dans le mauvais sens. L'amygdale, qui est notre centre de la peur, devient hyperactive, surdéveloppée. Et en même temps, l'hippocampe, qui est crucial pour la mémoire mais aussi pour calmer l'amygdale, lui, il s'atrophie. Le cerveau se reconfigure pour un état d'alerte permanent, ce qui est à la fois épuisant et nocif. Heureusement, on n'est pas démuni face au stress chronique. Il existe des moyens d'agir, des stratégies pour aider le système à retrouver son équilibre et pour favoriser cette fameuse résilience. On peut distinguer deux grandes approches. D'un côté, l'approche pharmacologique. On a des médicaments comme les benzodiazépines qui vont booster l'effet du GABA, le principal neurotransmetteur frein du cerveau. Ça calme, c'est efficace à court terme, mais il y a des risques importants de dépendance. Et de l'autre côté, l'approche non pharmacologique. Le sport, la méditation, certaines thérapies. Celles-ci agissent plus en douceur, mais en profondeur, notamment en calmant l'hyperactivité de l'amygdale et en restaurant une plasticité positive du cerveau, le tout sans effet secondaire. Bon, maintenant passons à la pratique. C'est bien de connaître tout ça, mais comment on l'utilise concrètement le jour J? C'est une partie essentielle de la préparation, savoir mobiliser ses connaissances face à un document. Alors voilà, un document type bac, très classique, un graphique en barre. On compare ici le niveau de cortisol dans le sang sur 24 heures entre un groupe témoin et un groupe de patients atteints de dépression, une pathologie souvent liée au stress chronique. Le constat est sans appel, On voit très nettement que la barre des patients déprimés est bien plus haute. Leur niveau de cortisol est donc en permanence plus élevé que celui du groupe témoin. Face à ce document, il faut avoir un réflexe méthodologique. C'est toujours la même démarche en 3 temps. D'abord, on décrit. On ne se jette pas sur une interprétation. On dit juste ce que l'on voit factuellement. J'observe que le niveau de cortisol est supérieur chez les patients déprimés. Ensuite, on interprète. C'est là qu'on fait le lien avec le cours. Je sais que le stress chronique est associé à une hyperactivité de l'axe HPA. Et enfin, on conclut. On fait la synthèse des deux pour répondre à la question posée. Ce document illustre donc le dérèglement du rétrocontrôle négatif du cortisol chez ces patients. C'est ce raisonnement je vois, je sais, je conclus qui est évalué et qui rapporte des points. Allez, pour finir, la checklist des concepts absolument incontournables à maîtriser sur ce chapitre. Il faut être capable de bien faire la différence entre l'agent stresseur et la réponse de stress. Maîtriser la distinction fondamentale entre stress aigu adaptatif et stress chronique pathologique. Connaître par cœur le fonctionnement de l'axe HPA et sa cascade d'hormones. Comprendre le mécanisme vital du rétrocontrôle négatif et enfin pouvoir expliquer ce qu'est la plasticité maladaptative. Si ces 5 points sont clairs, on est bien. Finalement, on voit bien que la réponse à cette question, c'est une question d'équilibre, de dosage et de durée. Le stress est un outil de survie et d'adaptation qui est magnifique, hérité de millions d'années d'évolution. C'est sa persistance, son passage à la chronicité qui dérègle ce système normalement parfait et le transforme en ennemi. Tout est donc une question de régulation. J'espère que cette analyse vous a éclairé et vous aidera. Bon courage pour vos révisions.